Je suis Isabelle de Gavotti. J'ai le plaisir d'animer cette conversation sur l'intégration des critères ESG, notamment climatiques, dans le cadre d'une introduction en bourse d'une ETI. Ce webinaire est organisé en collaboration avec Euronext, partenaire de Chapter Zero France. Deux informations concernant le déroulement de ce webinaire. Le canal des questions est ouvert tout au long de la séquence, donc il ne faut pas hésiter à poser les questions au fur et à mesure et elles seront prises en fin de webinaire. Et enfin, un questionnaire de satisfaction apparaîtra à la fin de l'événement et votre feedback sera très utile à la fois en matière de satisfaction et d'orientation pour les sujets futurs. Chapter Zero France est une association d'intérêt général à but non lucratif qui a 3 ans d'existence. Il s'agit de la déclinaison française de la Corporate Governance Initiative, un réseau mondial d'associations qui regroupe plus de 100 000 administrateurs dans le monde et qui compte 24 chapters dans 50 géographies. La démarche d'impact de Chapter Zero France a pour objectif qu'une part grandissante des sociétés en France intègre les enjeux climatiques dans leur gouvernance en adoptant notamment les principes de la charte de l'initiative de Climate Governance. L'association publie des études, sensibilise avec des webinaires et favorise le dialogue entre pairs administrateurs membres. Le développement des compétences des administrateurs sur le sujet des enjeux climatiques est clé pour accompagner les dirigeants dans la mise en œuvre de politiques favorisant la transition écologique à travers un modèle soutenable. Euronext, notre partenaire, a publié avec l'Institut de la finance durable un guide des bonnes pratiques en matière de ESG dans le cadre d'une IPO. L'introduction en bourse est une étape souvent importante pour une entreprise qui est liée généralement à un nouveau cycle de développement dans la vie de la société et offre divers avantages tels que l'accès aux capitaux et une plus grande attention du public. Cependant, elle entraîne aussi une surveillance accrue de la part du régulateur et des investisseurs. Donc, la préparation d'une introduction en bourse n'est pas seulement limitée aux aspects financiers, mais il s'agit également de préparer l'exécution de la stratégie après cette étape que représente l'IPO avec une mise en œuvre effective et efficace de cette stratégie. Donc, comment les critères ESG, notamment climatiques, sont-ils intégrés à la stratégie et comment peuvent-ils être appréhendés dans le cadre de la nouvelle réglementation qui s'annonce. Donc, pour gérer habilement cette transition, les entreprises doivent mettre en place un cadre solide de gouvernance d'entreprise qui est généralement aussi nouveau. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir différents experts. Tout d'abord, Jérôme Caron, qui est directeur financier de la société Hoffmann Green Ciment, qui s'est introduite en bourse fin 2019. Donc, Hoffmann Green Ciment a pour mission d'imposer le ciment décarboné comme alternative verte et premium au ciment traditionnel. Aude Contamin est responsable de la gestion Small et Mid Cap chez CDC Croissance, 4 milliards d'actifs sous gestion et qui participe à de nombreuses introductions en bourse. Stéphanie Arnaud, qui est Managing Director chez Rothschild et qui conseille les sociétés pour leur process IPO. Et enfin, Alain Bettens, qui est responsable du listing large cap chez Euronext et qui accompagne les sociétés cotées dans leur parcours boursier et leur réflexion pré-IPO. Alain, pourriez-vous nous en dire plus sur les attentes des investisseurs en matière de ESG et pourquoi les facteurs extra-financiers sont désormais clés pour une société envisageant de s'introduire en bourse et d'utiliser les marchés financiers? Merci Isabelle et bonjour à tous. J'aimerais bien partager 4 points sur cette thématique. D'abord, on est confronté à un changement de paradigme. On observe une très forte augmentation de la collecte nette des fonds ESG avec 2 chiffres de croissance sur chaque trimestre. C'est la part des fonds durables sur le total des fonds européens en 2022, par exemple, représente déjà 20%. En 2021, c'était 12 à 13%. Une majorité des gestionnaires européens envisagent aussi d'arrêter le lancement des fonds non ESG à partir déjà de 2024 et de plus en plus de fonds ESG sont gérés activement. Donc l'extra-financier devient un vrai levier important pour les gérants
afin d'aller chercher la surperformance. Ce sont des données en fait on publie et collectées depuis notre baromètre qu'on publie deux fois par an sur notre site Euronext. Deuxième point, la due diligence ESG, c'est une étape clé pour grand nombre d'investisseurs en préalable à une introduction en bourse. Elle permet une analyse approfondie des risques extra-financiers identifiés, qu'ils soient réglementaires, opérationnels ou réputationnels. Elle offre la possibilité de compléter l'analyse financière pour les fonds et peut être réalisée de manière concomitante. Ils peuvent juger notamment des risques de controverses qui concernent essentiellement des sujets liés à l'ESG. La due diligence peut inclure, en fonction des actifs et des fonds, l'envoi d'un questionnaire, des échanges avec le management de la société, des revues d'études sectorielles aussi qui sont faites par les agences extra-financières. Troisième point que j'aimerais bien aborder, l'analyse de la double matérialité. Elle devient clé pour les fonds et les enjeux ESG sont pris en compte dans l'évaluation financière même. Le principe de double matérialité consiste donc pour une entreprise à prendre en compte à la fois l'impact des facteurs environnementaux et sociaux sur sa performance financière, ce qu'on appelle l'approche outside in, pardon, la matérialité financière, et puis de l'autre côté, l'impact qui est généré par ces activités sur la société et l'environnement, l'approche plutôt inside out, donc ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Et dernier point, l'inclusion d'un projet, d'une stratégie ESG bien articulée dans l'equity story est devenue essentielle. Une absence de stratégie ESG revient aujourd'hui à une forme de non-éligibilité de sélection auprès de la plupart des investisseurs européens aujourd'hui. L'engagement d'une entreprise dans une démarche ESG suscite l'intérêt des investisseurs, permet un accès au capital facilité auprès de certains investisseurs spécialisés. Donc, la qualité du positionnement et de l'articulation d'une stratégie ESG cohérente est clé pour la perception et les intérêts des investisseurs et donc la valorisation même de l'entreprise. Jérôme, la stratégie d'Hoffmann Green Ciment a été fondée sur la volonté d'agir sur l'environnement en décarbonant le secteur de la construction. Donc, comment avez-vous intégré plus généralement les sujets climatiques et sociaux à votre stratégie? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc Hoffmann Green est une société industrielle vendéenne qui s'est introduite sur Euronext Growth en 2019. L'industrie cimentière est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle émet entre 7 et 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Elle pollue plus que le pétrole et est juste derrière la sidérurgie. Il faut se dire qu'à chaque fois qu'on produit 1 tonne de ciment dans le monde, on émet quasiment 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est le constat qu'ont fait Julien Blanchard et David Hoffmann en 2015 lorsqu'ils ont créé et fondé la société Hoffmann Green Cement Technology. Notre modèle est basé sur l'économie circulaire. Nous venons capter ce qu'on appelle des coproduits industriels, des déchets industriels, que nous activons et suractivons à froid pour produire des ciments qui décarbonent et qui divisent par 5 les émissions de CO2 par rapport à un ciment traditionnel. Donc notre business model est un business model qui est basé sur la disruption d'un modèle traditionnel à partir de produits verts et écologiques. Donc, lorsque l'on s'est introduit en bourse en 2019, ça a été pour nous le point de départ de la mise en place de nos plans d'action ESG avec un E extrêmement fort. Mais cette IPO nous a obligés et nous a permis de formaliser nos plans d'action sur tous les critères E, S et G et pour nous un point de départ dans la mise en place de notre politique ESG au sens large chez Hoffmann Green. Merci Jérôme. Et donc Stéphanie, à l'instar de certaines sociétés comme Hoffmann Green, comment abordez-vous avec vos clients la prise en compte de ces sujets environnementaux et climatiques dans leur stratégie? Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc pour nous, le ESG est très important parce que ça a, comme ça a été dit précédemment, un impact sur le business model de l'entreprise et sa pérennité.
comme l'a dit Alain, l'appétit des investisseurs à l'IPO et post-IPO, et l'organisation de l'entreprise et son reporting. Selon une étude de PwC, 60% des investisseurs pensent que les critères ESG ont un impact positif sur les business models à long terme. Notre objectif est donc de réfléchir très en amont à l'equity story ESG et d'aider nos clients à se préparer sur ces sujets, le cas échéant avec des consultants externes. On va regarder l'equity story sous 3 axes. Ce que l'entreprise fait, en quoi son activité contribue à la transition énergétique ou comment elle conduit son activité pour réduire son impact, comment l'ESG est intégré dans la stratégie de l'entreprise, et on va regarder notamment quelles sont les thématiques clés dans son secteur d'activité. Et par exemple, si je prends comme exemple des introductions en bourse qui se sont faites ou qui sont en cours, pendant les discussions investisseurs, on a mis en avant pour OVH le fait que ces data centers étaient refroidis à l'eau et donc très peu consommateurs d'électricité. Et pour OVH comme pour Planisware, on a pas mal parlé aussi avec les investisseurs de la capacité à attirer et à retenir les talents. Et c'est considéré comme un facteur très important pour le succès des entreprises. Le deuxième axe, c'est comment nos clients mettent en œuvre leur stratégie ESG et comment communiquer sur cette stratégie. Donc, on va regarder les KPI qui permettent d'évaluer l'impact de l'entreprise et sa stratégie ESG. On va regarder la feuille de route et on va regarder aussi comment ces KPI sont pris en compte, notamment par exemple dans la rémunération des dirigeants. Le troisième axe, c'est un axe de communication. Est-ce que nos clients ont une page dédiée sur un site web? Est-ce qu'ils ont fait un Sustainability Report? Ou est-ce qu'on a besoin de préparer un rating pour l'IPO pour pouvoir se poser les bonnes questions et aussi mieux comprendre l'information qui est attendue par le marché et par les agences de rating. On va aussi beaucoup travailler sur l'organisation. Est-ce qu'on va avoir un comité RSE? Est-ce qu'il y a un responsable RSE qui va s'occuper de préparer toute la stratégie et le reporting? Et enfin, on va réfléchir à la raison d'être et aux valeurs de l'entreprise qui rentrent aussi dans cette réflexion. Merci Stéphanie. Donc, Aude, en tant qu'investisseur, quelles sont les attentes de CDC Croissance dans ce domaine et dans ces sujets ESG et plus particulièrement climatiques, et comment ont-elles évolué au fil du temps? Merci Isabelle et bonjour à tous. Les attentes ont effectivement beaucoup évolué depuis quelques années. Les investisseurs attendent désormais que la société ne soit plus gérée uniquement pour les investisseurs, mais pour l'ensemble des parties prenantes de la société. En d'autres termes, ce qu'on recherche, c'est l'alignement des intérêts des différentes parties prenantes, que ce soit actionnaires bien sûr, mais aussi les salariés ou les différentes étapes de la chaîne de valeur. Bon, ce point est un élément important de la loi Pacte, mais au-delà, l'actionnaire ne veut plus cautionner à travers son investissement des pratiques non conformes. L'actionnaire souhaite aussi que les profondes mutations du monde que nous vivons soient intégrées dans la stratégie pour que l'entreprise se saisisse des opportunités et qu'elle ait anticipé aussi les nouveaux risques qui apparaissent. Ça signifie que l'investisseur souhaite que le conseil d'administration, que la direction de l'entreprise se saisisse de ces enjeux pour adapter la stratégie de l'entreprise et le modèle de croissance à cette nouvelle donne. Nous, en tant qu'investisseurs, nous avons besoin de comprendre quels sont les sujets matériels pour l'entreprise, compte tenu des spécificités de son business model, pour vraiment comprendre les opportunités et les risques qui découlent de ces sujets. Lors d'une IPO, on va faire des due deals pour regarder ça, pour comprendre si les sujets sont bien adressés. Et sur ces sujets, nous ne demandons pas que la société soit dès le départ au meilleur niveau.
Par contre, nous demandons que la société se mette dans une démarche de progrès et qu'elle publie au marché un agenda une formalisation de son plan d'action avec un agenda. Ce qu'on veut donc, ce sont des objectifs, une stratégie qui explique comment atteindre ces objectifs et des données pour suivre dans le temps les progrès réalisés. Bon, il y a aussi des points qui deviennent totalement obligatoires. C'est le calcul de l'empreinte carbone, scope 1, 2 et maintenant 3, avec une trajectoire 1,5 degré. Ce qui est important aussi, c'est une sensibilisation de l'ensemble de l'entreprise sur les enjeux extra-financiers et donc une gouvernance qui permette réellement d'aligner les intérêts avec une diversité des profils, une rémunération qui intègre les critères extra-financiers. C'est vrai pour l'IPO, c'est vrai aussi en dehors de l'IPO. Voilà, donc si les données sont importantes pour pouvoir intégrer l'ESG dans les outils de gestion, ce que recherche avant tout l'actionnaire durable, c'est vraiment la compréhension des enjeux et comment la société va répondre à ces enjeux. Merci. Donc, dans ce contexte, on comprend que le conseil d'administration est un vrai catalyseur de la réflexion stratégique via ses interactions avec le dirigeant. Et il a aussi un rôle clé à jouer avec l'arrivée progressive de la réglementation Corporate Sustainability Reporting Directive. Et donc, en quoi cette réglementation peut-elle servir le modèle économique et l'attractivité de l'organisation? Donc, Alain, comment les émetteurs, notamment les ETI PME, anticipent cette évolution de la réglementation, intégrant un volet de reporting relativement important? Une entreprise peut commencer par réaliser un diagnostic sur les pratiques actuelles en termes de la responsabilité sociétale des entreprises dans des différents domaines. Par exemple, dans le domaine de la diversité, est-ce que des politiques de diversité, d'inclusion ont-elles été mises en place dans l'entreprise? Comment l'entreprise se positionne-t-elle par rapport à ses pairs sur ces questions? Autour des parties prenantes, compte tenu de votre activité, quel est le profil type de vos investisseurs? Les clients ont-ils des attentes ESG de la part de l'entreprise? Si oui, lesquelles? Autour de la gouvernance, quelles sont les compétences en matière d'ESG au sein du conseil? Est-ce que la performance ESG fait-elle partie de la rémunération du dirigeant? Et autour, par exemple, aussi de la maîtrise de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut mettre en place une stratégie ESG alignée avec la CSRD selon différentes étapes. D'abord, il faut identifier les risques et les opportunités ESG tout au long de la chaîne de valeur. Il faut comprendre, l'autre l'a dit, mais il faut bien comprendre les attentes de l'écosystème économique en termes de performance ESG. Il faut créer une stratégie ESG avec des vrais objectifs, des trajectoires, des plans d'action. Identifier de bons indicateurs pour surveiller les risques et les opportunités et suivre le progrès de la stratégie ESG, créer des politiques et procédures très robustes pour atténuer les risques et saisir les opportunités, impliquer l'ensemble de l'organisation pour donner vie à la stratégie ESG, communiquer la stratégie ESG également dans un rapport extra-financier et construit selon les exigences de la CSRD, et gérer aussi activement les dialogues avec les principaux groupes de parties prenantes. Je donne l'exemple d'Affiren, un autre exemple, mais c'est Affiren, par exemple, une société qui s'est également cotée en bourse sur Euronext Growth fin 2021 et qui a levé 70 millions d'euros. Elle a intégré des sujets ESG très en amont dans la stratégie de l'entreprise. Les dirigeants ont recruté une directrice développement durable avant l'IPO et lui a donné une place au COMEX. Et puis, elle a mis en place également une première notation extra-financière externe avant l'IPO. Et puis, je termine. Certes, la CSRD, c'est à la fois une norme, mais aussi une opportunité. C'est un gros travail d'organisation, de mise en place d'outils informatiques, mais qui a aussi ses vertus, notamment l'harmonisation de ces données qui va permettre aussi de communiquer de façon plus homogène, entre autres vers les agences de notation extra-financière. Et l'information deviendra comparable. Au-delà des aspects liés à la conformité,
les entreprises ont désormais la possibilité de faire preuve de leadership et d'excellence en matière de gestion, en alignant leurs politiques et leurs rapports sur les normes les plus strictes en matière de climat, d'une manière qui corresponde à leur plan stratégique et qui renforce leurs objectifs et aussi leur mission. Donc, en fait, donc cette réglementation est une source d'opportunité pour beaucoup d'entreprises. Elle est aussi une source d'obtenir des données. Donc, Aude, avec cette réglementation, comment pensez-vous utiliser les données qui vont être publiées? Comment allez-vous les suivre? Et surtout, quelle sera l'évolution de votre politique d'engagement grâce à ces données? À terme, quand l'ensemble des sociétés seront pleinement conformes à la réglementation, cela nous permettra de baser notre analyse sur des chiffres comparables dans leur définition et sur le périmètre de couverture, ce qui n'est pas le cas pour le moment. La structuration de ces informations par la réglementation devrait donc permettre d'avoir une compréhension et un suivi plus fin de la démarche de progrès de l'entreprise. En attendant, on va avoir une période intermédiaire sur les valeurs petites et moyennes cotées. La mise en place de la réglementation sera progressive et ne se fera dans un premier temps que sur les points matériels du business model. Du coup, pendant cette période, notre méthodologie de scoring ESG, qui est donc basée sur des chiffres, aura probablement quelques trous dans la raquette. Et c'est là où l'analyse extra-financière réalisée par le gérant va être très importante et le dialogue avec les sociétés sera clé aussi. Mais très clairement, ça va permettre de parler avec un même langage et de pouvoir avoir des éléments de comparaison beaucoup plus pertinents que ce qu'on peut avoir pour le moment. Alors, Isabelle, tu m'as demandé comment notre engagement va évoluer. Alors, déjà, à CDC Croissance, notre ambition est d'accélérer la transition des small et mid-cap cotés. Et du coup, nous sommes très actifs sur l'engagement avec plus de 150 dialogues réalisés par an et dont plus de la moitié est sur l'environnement. Pour le moment, nous réalisons notre engagement à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des sociétés et ensuite au niveau de l'écosystème français et européen, parce qu'il faut avoir en tête que 99% des entreprises européennes sont des PME cotées ou non cotées. Donc, l'Europe ne sera gagnante dans cette transition que si cette classe d'actifs réussit cette transformation ESG. Et du coup, nous sensibilisons l'écosystème, la place de Paris et l'écosystème européen pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement suffisamment solide dans cette transition des PME cotées et non cotées. Au niveau des sociétés, concernant les sociétés les moins mûres sur ces sujets, nous essayons de jouer l'aiguillon pour qu'elles prennent conscience des enjeux et qu'elles accélèrent leur transition. Et on essaye de les accompagner dans cette transition. À terme, quand toutes les sociétés seront conformes à la réglementation, notre engagement donc évoluera et du coup les échanges ressembleront probablement beaucoup plus à ce qu'on peut avoir sur le financier par leur structure, c'est-à-dire comprendre les objectifs, comprendre comment la société va atteindre ses objectifs et avoir des échanges avec la société sur pourquoi est-ce qu'on est un peu en retard ou on est en avance sur tel ou tel critère. Voilà, donc pour nous, ça va être une évolution très profonde dans nos outils, dans notre mode d'accompagnement des sociétés et dans nos discussions avec les entreprises. C'est un point de vue très
intéressant, et notamment si on essaye de comprendre sur le business model d'Hoffmann Green Ciment, en quoi cette réglementation peut avoir peut-être un atout en matière d'attractivité pour la performance de votre société, Jérôme. Pour moi, la CSRD, c'est une opportunité pour les entreprises de faire passer la RSE d'un enjeu de conformité à un enjeu stratégique, en fait. Et de faire en sorte que la RSE soit au sein de la stratégie, soit intégrée dans l'ADN du développement des sociétés, soit partagée à l'ensemble des équipes et soit pas simplement cloisonnée au niveau d'une gouvernance ou d'un comité de direction, mais qu'elle soit diffuse, partagée par l'ensemble des collaborateurs pour qu'elle devienne clairement un avantage concurrentiel. Et en faire un avantage concurrentiel, c'est créer de la valeur et c'est attirer les talents. Nous, quand on s'est introduit en bourse en 2019, donc comme vous l'avez compris, notre modèle est naturellement et nativement vert et on était en plein dans le E de l'ESG en fait. Mais quand on s'est introduit, on avait conscience qu'on faisait finalement de la RSE sans forcément la formaliser. Et il nous a paru important d'avoir un point zéro et de mener une étude avec un cabinet de performance extra-financière pour avoir le point zéro de notre maturité en matière de RSE et surtout se projeter dans le futur avec l'établissement de plans d'action et plans d'amélioration. Ce qui est important dans la RSE, c'est bien entendu de se conformer au minimum fixé par le réglementaire, mais c'est surtout de s'assurer que dans le temps, on va être amené à progresser et à faire progresser l'organisation. Donc nous, on a mis en place quelques actions et quelques indicateurs assez parlants qui sont aujourd'hui partagés avec notre écosystème, hein, nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, nos investisseurs, nos banquiers. Et typiquement, par exemple, sur la partie sociale, on a décidé d'attribuer des actions gratuites à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, tous nos collaborateurs, que vous soyez opérateurs dans nos usines ou cadres au siège chez Hoffmann, tous les collaborateurs sont bénéficiaires d'actions gratuites et sont actionnaires d'Hoffmann Green. On a mis en place très récemment encore sur la partie sociale une boîte mail éthique de manière à ce que, de manière tout à fait confidentielle, tout collaborateur puisse dénoncer un problème éthique au sein de l'entreprise, avec nos fournisseurs, avec nos parties prenantes, nos clients. Sur la partie environnementale, c'est là où, bien entendu, nous sommes les plus forts, naturellement. On a assez rapidement, et je pense qu'on est un des premiers émetteurs, et le premier cimentier, en tout cas, coté à le faire, à avoir publié de manière tout à fait transparente des bilans carbone sur les 3 scopes, 1, 2 et 3. Et donc, on continue à le faire. Et on s'est engagé depuis l'IPO à ne consommer que de l'énergie verte et à augmenter notre part d'autoproduction et d'autoconsommation énergétique. On a aujourd'hui 12 trackers solaires qui produisent une partie de notre électricité qui est consommée dans notre process de production. Et enfin, dernière illustration, dans le cadre effectivement de l'introduction en bourse d'Hoffmann Green, on a souhaité mettre en place une gouvernance qui permette vraiment de séparer, on va dire, les organes de direction et les organes exécutifs des organes de contrôle. Et donc, on a opté pour une organisation duale, conseil de surveillance et directoire. Et c'est vraiment cette prise de conscience des enjeux RSE et cette introduction en bourse qui nous ont permis de formaliser cette feuille de route et de prendre l'ensemble de ces décisions. Dernier point extrêmement important, qui est vrai pour nous et je pense qui est vrai pour toutes les entreprises qui s'approprient les sujets RSE. La RSE, ça ne doit pas être du reporting et de la conformité, ça doit être quelque chose de pragmatique qui sert le business et qui sert nos collaborateurs et notre écosystème. Voilà, ça c'est vraiment notre approche. Donc tout ce que l'on met en place en matière de RSE doit effectivement correspondre exactement à notre raison d'être et avoir un intérêt pratique au quotidien. La réglementation, c'est aussi la taxonomie. Donc, un vrai sujet, cette taxonomie. Donc
comment vous avez-vous réfléchi, enfin, quelle est votre expérience justement pour évaluer l'alignement de votre business avec cette taxonomie? Alors la taxonomie, la taxonomie européenne, elle permet globalement d'identifier les investissements verts des investissements non verts et clairement de flécher les investissements bancaires ou autres vers l'économie verte. On est bien entendu, pleinement conscients en fait de ces enjeux de taxonomie. On a fait une étude d'alignement et d'éligibilité de la société à la taxonomie verte en début d'année qu'on a publiée et que l'on a fait avec un cabinet extérieur. Et sans surprise pour nous, nous sommes 100% éligibles et 100% alignés. Donc, nous sommes un des rares émetteurs en France à être 100% alignés sur la taxonomie verte. Ça veut dire que l'ensemble de notre activité, notre portefeuille d'activité est sous les seuils sous les seuils carbone, en tout cas pour le ciment, sous le seuil défini par la taxonomie verte et ce qui définit un ciment vert. Donc pour nous, c'est extrêmement important parce que ça permet bien entendu d'attirer des investisseurs ou de conserver nos actionnaires, les actionnaires qui nous font confiance et de pouvoir attirer et lever des fonds bancaires un peu plus facilement qu'un acteur traditionnel qui ne serait pas aussi vertueux qu'Hoffmann Green. Exactement. Donc, c'est un vrai élément en fait de différenciation pour votre modèle économique. Stéphanie, donc compte tenu de la multiplication des requêtes en matière de reporting extra-financier qu'on peut avoir aujourd'hui, comment orientez-vous vos clients sur cette réflexion, notamment en matière de choix de prestataires? Alors, c'est vrai que c'est pas une question simple parce qu'il y a énormément de référentiels, SBTI, CDP, TCFD, puis plein d'autres, et d'agences de rating, MSCI, Sustainalytics, Vigeo, Moody's, EcoVadis, Bicorp. Et nos clients sont souvent assez perdus pour choisir le bon référentiel ou la bonne agence de rating. Alors, et je parle sous le contrôle de Aude aussi qui pourra commenter, mais il y a des ratings qui sont peut-être plus business. Un Bicorp, un EcoVadis, c'est souvent des ratings plutôt utilisés avec les parties prenantes, fournisseurs, clients. Il y a des ratings qui sont plus utilisés par les investisseurs et on essaye d'orienter nos clients vers les référentiels et les agences de rating qui sont les plus utilisées par les investisseurs, qui vont soit s'intéresser aux notes qui sont données, mais aussi regarder la data qui est fournie par ces agences de rating et faire derrière, c'est ce que disait Aude, leur propre analyse et leur propre scoring. Ce qu'on essaye de faire aussi quand on envisage un rating à l'IPO, on trouve que c'est une très bonne préparation de préparer un rating pour le post-IPO, parce que dans le post-IPO, il va y avoir des ratings non sollicités en fonction de la taille de l'entreprise, de son inclusion dans les indices. On a des clients, par exemple, qui sont très vite appelés par CDP pour remplir un questionnaire parce que les investisseurs le demandent. Et donc, d'avoir préparé un rating sollicité leur permet d'avoir anticipé cet exercice et déjà collecté la data. Ce qu'on essaye de faire, c'est de choisir des ratings qu'on ait le choix de publier ou non. Parce que parfois, on a préparé le rating, il n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. On sait qu'on va s'améliorer dans les mois qui post-IPO et donc on pourra le publier potentiellement 1 an après l'IPO. Donc ça peut être un exercice de préparation et on ne publie pas forcément à l'IPO. Et ce sur quoi on alerte aussi nos clients, c'est de faire attention aux objectifs qui sont communiqués à l'IPO. C'est un peu comme une guidance que disait Aude, une guidance financière. L'obsession, c'est que la guidance qui est communiquée au marché à l'IPO, qu'on soit capable de l'atteindre et même de la dépasser. C'est le cas sur le financier, mais on pense que c'est aussi très important sur le ESG. Et donc, ce qu'on veut éviter, et c'est pour ça qu'on essaye de s'y prendre très en amont, c'est une précipitation pour fixer des objectifs qui paraissent ensuite compliqués à délivrer une fois qu'on est coté. Donc l'idée, c'est aussi ce qu'on a fait avec nos clients qui se sont cotés récemment, c'est de montrer qu'on a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour mesurer l'impact, notamment sur l'environnement, scope 1, 2, 3, sur le carbone, montrer qu'on met en place aussi des mesures
au niveau social, sur le nombre de femmes, sur la formation des employés. Par exemple, dans la tech, j'ai fait pas mal de cotations en tech, montrer qu'il y a la formation des employés sur tout ce qui est data security, c'est important. Et puis, si les objectifs viennent dans un deuxième temps post-IPO parce qu'on n'est pas prêt, l'idée, c'est de montrer qu'en tout cas, on a démarré les travaux et qu'on est en chemin. Alors, juste pour reboucler peut-être avec Jérôme, vous, en matière de prestataires, quel a été votre choix au moment de l'IPO? Et je dirais, et depuis donc ces 3 années, est-ce que vous avez évolué aussi en matière de prestataires de rating? Vous en avez Alors, ajouté d'autres? ouais, alors effectivement, Quelle a je été souscris à votre politique? tout ce qui a été dit en fait. Nous, on a fait le choix au moment de l'IPO de faire une notation payante en fait, une notation payante qui puisse être externalisée et partagée avec l'ensemble de notre écosystème, mais qui puisse aussi nous permettre d'établir le point zéro et notre plan d'action et plan d'amélioration dans le temps. Une fois l'entreprise cotée, effectivement, on a, très souvent, nos actionnaires ou des agences de notation qui nous contactent pour effectivement, nous, coter, nous scorer à la demande, de certains actionnaires. Donc c'est le cas aujourd'hui. On a aujourd'hui une notation, Gaïa, Ethifinance, une notation Sustainalytics et il y a beaucoup de fonds qui ont encore, des notations internes en fait et qui demandent un certain nombre de reporting et de data, pour, pouvoir eux-mêmes, scorer, leur portefeuille ou de potentiels investissements. Donc pour moi, la CSRD aussi, devrait, répondre à un enjeu d'uniformisation. Est-ce que vous comprenez bien que quand vous êtes émetteur et que vous êtes une jeune entreprise qui a quand même pour objectif de se développer, vous avez des ressources qui sont somme toute assez limitées et il est assez compliqué de répondre et de satisfaire l'ensemble des demandes en matière de reporting extra-financier. Donc j'espère et je pense qu'un des enjeux de la CSRD, ça va être d'uniformiser la data. Donc ce qui va simplifier à terme le travail des émetteurs et aussi permettre, bien entendu, aux investisseurs de comparer une entreprise à une autre dans un même secteur d'activité. Merci pour cette précision. Donc, cette nouvelle étape avec la cotation en bourse nécessite une nouvelle composition du conseil d'administration pour accompagner cette nouvelle phase dans laquelle l'entreprise va se développer. Donc, divers facteurs jouent un rôle important dans la détermination de la composition du conseil après l'introduction en bourse. Donc, Stéphanie, dans votre approche avec les sociétés envisageant une IPO, quelles sont vos suggestions en matière de composition du conseil et même de structuration? Donc, Jérôme nous faisait part de la structure duale. Quel est le choix entre un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire? On va évidemment se conformer au code AFEP-MEDEF et porter une attention particulière au nombre de femmes et d'administrateurs indépendants. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de favoriser une diversité des profils des administrateurs avec des compétences diverses et aussi reconnues par le marché. Ça peut être une compétence business, une zone géographique ou un métier particulier, ou une compétence technique comme la finance, la compréhension des marchés financiers pour une société qui découvre, ou l'ESG. Et par exemple, si je regarde le board d'OVH, on a une administratrice qui représente la compétence US, 2 administratrices qui sont plutôt sur le volet finance, directrice financière, y compris de sociétés cotées, et puis une dernière qui représente plutôt le côté expérience client et qualité. Donc ça et le profil des administrateurs est important aussi pour rassurer le marché et montrer qu'en fait, il y a une vraie réflexion qui est menée au niveau du board sur la stratégie d'entreprise, son développement avec des compétences solides. Ça va être aussi assez important d'avoir les bons sous-comités et notamment un comité ESG ou un référent ESG au board, sachant on essaye de plus en plus d'avoir, on l'a vu, une communication et une stratégie d'entreprise qui intègre l'ESG, mais on peut aussi avoir en amont notamment
des AGE, des roadshows ESG avec le référent au board ESG. Le dernier point, c'est qu'on va travailler aussi, y compris avec des consultants externes, sur les critères de rémunération liés à l'ESG ou sur des plans à moyen terme d'incentive. Le dernier point que je soulignerai, c'est que c'est important, là encore, d'anticiper ces sujets. Il y a souvent des chasseurs qui sont nommés pour aller chercher les board members, donc c'est un sujet qu'on regarde souvent 6 à 9 mois avant l'IPO. Alors, Aude, dans votre process d'investissement, quels sont les critères importants en matière de gouvernance que vous prenez en considération pour vos investissements? Et quelles sont les bonnes pratiques que vous souhaitez voir émerger? Nous sommes effectivement particulièrement vigilants sur le conseil d'administration et sur la politique de rémunération. En effet, ces deux éléments sont clés pour permettre un alignement des intérêts des parties prenantes. Donc, nous portons une attention particulière à la composition du board, à la diversité, comme ce qui a été dit préalablement. Nous regardons aussi comment fonctionne le board avec les différents comités. Il est important maintenant d'avoir un comité qui est dédié au sujet de RSE. Nous regardons aussi la constitution de ces comités et le taux de présence, bien entendu. La rémunération, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est un point d'attention fort pour nous, car c'est réellement un moyen pour aligner les intérêts. Il est important dans cette rémunération qu'il y ait des critères ESG qui soient intégrés. Il est important aussi qu'il y ait une transparence dans les objectifs qui sont donnés. Un autre point important pour nous, c'est l'éthique des affaires. Nous suivrons ce sujet à travers l'existence ou non d'une politique de conduite des affaires et de lutte contre la corruption. Nous regardons par ailleurs les controverses, leur importance et leur fréquence. C'est un élément qui est devenu maintenant très important chez les investisseurs. Tous ces points peuvent être l'objet de dialogue avec les entreprises. Nous faisons beaucoup de dialogue pré-assemblée générale. Voilà. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que les investisseurs ont mis en place de plus en plus des processus d'escalade qui peuvent exclure certaines sociétés de leurs investissements, y compris sur des sujets de gouvernance. Et un processus d'escalade qui peut commencer déjà par des votes négatifs contre des renouvellements dans le conseil d'administration, par exemple, et dans certains cas un peu plus extrêmes, qui sont déjà arrivés chez nous à plusieurs reprises, nous pouvons céder partiellement ou totalement nos participations. Donc, ça rentre complètement dans le process d'investissement des investisseurs durables désormais. Hoffmann Green Ciment a fait le choix, comme vous l'avez indiqué, Jérôme, d'une structure duale conseil de surveillance directoire. Donc, vous avez donné quelques éléments de la raison de ce choix, mais avec le recul, quels sont les atouts de cette gouvernance et quel est l'équilibre entre les deux instances? Alors effectivement, on est donc à conseil de surveillance et à directoire. Le directoire, bien entendu, gère le quotidien, est l'organe exécutif de l'entreprise et au sein du conseil de surveillance, qui est un organe de contrôle et de quelque part de conseil et qui a une vision un peu plus long terme. Donc dans cet organe, en fait, nous avons 6 administrateurs, pardon. 3 qui sont des actionnaires historiques et qui ont des profils très industriels. Et nous avons des administrateurs indépendants qui ont un profil métier, donc dans le domaine de la construction, et un profil finance.
Globalement, mon point, c'est de dire que le conseil de surveillance doit être au service aussi de la stratégie de l'entreprise et sa composition doit coller aux objectifs de l'entreprise, en fait. Et sa composition est évolutive. La composition de notre conseil de surveillance correspond exactement et correspondait exactement à nos enjeux post-IPO, lever des fonds avec des financiers, développer de l'industriel pour construire des usines et se développer sur le marché de la construction. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a constitué cette équipe. C'est comme une équipe dans un sport collectif, en fait, hein. Chacun a son poste et il faut avoir les bons administrateurs qui servent la stratégie de l'entreprise. Et ceci est évolutif dans le temps. Le regard que j'ai moi là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une équipe qui joue réellement son rôle, qui est extrêmement efficace et très complémentaire des dirigeants qui sont accaparés par le quotidien et qui n'ont pas forcément le temps de se poser pour lever la tête et avoir une vision très très long terme, ce qu'offre en fait le conseil de surveillance. C'est une manière en fait de faire réfléchir la direction, d'avoir un effet miroir et de prendre du recul sur le quotidien. Donc vous avez fait le choix également, enfin, votre conseil en tout cas fait le choix de ne pas créer de comité RSE, comme cela est suggéré, je dirais, par le code Middle Next. Donc, comment sont portés ces sujets finalement RSE au sein du directoire et du conseil? Ils sont portés par tout le monde, portés par la gouvernance, portés par la direction et portés par l'ensemble des équipes. Et clairement, un des enjeux en fait de la RSE, c'est de faire en sorte que celle-ci soit intégrée aux décisions, à toutes les décisions de l'entreprise et à tous les niveaux de l'entreprise. C'est comme ça effectivement qu'on arrive à transformer des modèles et à faire de cette RSE un avantage concurrentiel par rapport à des concurrents sur un marché. Donc là, la RSE est partagée par tout le monde. Je vous dirais que c'est aussi facilité chez nous parce que notre modèle, c'est d'être vert et on vient disrupter un marché traditionnel avec des produits qui sont très très bas carbone, voire décarbonés. Et donc, il est assez simple de faire converger toutes les décisions et tous les organes de l'entreprise vers cette décarbonation de nos produits et de nos ciments. Toutes les décisions que l'on prend, elles sont à un moment donné regardées sous l'angle RSE et en particulier sur l'angle environnemental et du poids carbone qu'elles induisent sur nos produits. Merci. Et Alain, donc le conseil d'administration est responsable de la communication financière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment son rôle dans ce domaine-là? Oui, bien sûr. Donc, au moment de l'IPO, on est confronté à une modification de l'équilibre actionnarial et une modification nécessaire du conseil d'administration. Donc, comme vous l'avez compris, il doit réévaluer la composition du conseil pour refléter les intérêts de nouveaux actionnaires, assurant ainsi une représentation adéquate et un équilibre au sein de l'organe de gouvernance. Le conseil d'administration, il doit s'adapter à la nouvelle réalité de l'entreprise en tenant compte des compétences et l'expertise nécessaires pour répondre aux besoins de la communication financière tout en respectant les principes de gouvernance. Et oui, le conseil est responsable de la communication financière. Cela signifie qu'il doit veiller à ce que les informations financières publiées soient exactes, complètes et transparentes. Il va également superviser la mise en œuvre de politiques et de procédures internes visant à garantir la conformité aux réglementations et normes financières comme extra-financières, ainsi qu'à maintenir la confiance des investisseurs et des actionnaires. Et donc, ça a été évoqué, il y a cette possibilité de créer un comité RSE développement durable au sein des conseils pour suivre la mise en place de la feuille de route ESG. Dernièrement, la gestion du dialogue actionnel est très importante.
on note des fonds de plus en plus actifs, voire activistes, et des investisseurs plus sophistiqués sur les questions de gouvernance. Donc, le dialogue actionnarial sert à mesurer l'alignement de la gouvernance avec les enjeux stratégiques et financiers. Il y a l'impact du conseil sur la création de valeur et la maîtrise des risques, notamment réputationnels. D'où la nécessité également d'élaborer une governance story au même titre que l'equity story de la société. Une bonne pratique peut être la nomination d'un administrateur en charge du dialogue actionnarial, en charge de la stratégie actionnariale et qui en rend compte au conseil afin d'en tirer les enseignements. Par ailleurs, et Stéphanie l'a dit, on va émerger des roadshows gouvernance où les administrateurs sont sollicités en direct par les investisseurs. Donc, la mise en place d'un conseil d'administration solide et équilibré est un aspect essentiel pour la préparation d'une introduction en bourse et envisager le futur de cette société et de faire l'IPO un succès. Donc, les entreprises doivent examiner attentivement la composition du conseil d'administration, recruter des administrateurs indépendants qui ont les compétences requises justement pour s'adapter à la stratégie et à l'évolution de la stratégie de l'entreprise. Donc, une gouvernance qui doit être évolutive dans le temps en fonction des étapes de croissance de l'organisation. Alors, pour conclure, je vais laisser la parole à chacun de nos intervenants. Aude, le mot de la fin. Écoutez, je dirais qu'on est passé en quelques années d'un ESG qui existait pour, on va dire, remplir les cases, à un ESG qui est au cœur de la stratégie business, de l'entreprise. Et ça, il est important d'avoir ça en tête parce que ça permet de comprendre du coup à quel point on demande à la gouvernance de l'entreprise de se saisir de ces sujets-là. Jérôme. Comme mot de la fin, moi j'aime bien, en général, j'aime bien parler d'ESG pragmatique, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut effectivement faire en sorte que tous les plans d'action et toutes les décisions qui sont prises en matière de ESG, RSE, servent l'entreprise et servent le modèle de l'entreprise et soient in fine créateurs de valeur. De faire en sorte que l'ESG ne soit pas un domaine d'experts au sein de l'entreprise, une petite cellule, mais qu'elle soit l'affaire de tous, de manière à ce qu'elle soit vraiment intégrée aux décisions quotidiennes et à l'ADN de la société. C'est une belle mission, une belle raison d'être. Donc, Stéphanie, pour vous? Alors, pour moi, le mot-clé, c'est l'anticipation. En fait, ça prend du temps de préparer la production d'indicateurs de performance ESG, de préparer une feuille de route, des objectifs, un rating. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper ces travaux, idéalement 18 à 24 mois avant l'IPO. Ça permet aussi d'éviter des goulots d'étranglement post-IPO, puisque souvent, il faut produire assez vite la DPEF, il faut répondre aux demandes de rating. Et donc, le plus on anticipe ces travaux, le plus serein on est une fois qu'on est coté, puisque l'IPO, c'est que le démarrage de l'aventure. Et l'autre idée, c'est de se dire que c'est quand même, et Jérôme le disait, ça demande énormément de travail. Donc, il faut souvent des équipes dédiées. Les investor relations ne peuvent pas tout gérer. Donc, il faut assez tôt recruter quelqu'un qui va se saisir de ces sujets et faire avancer au sein de l'entreprise et en coordonnant un peu toutes les équipes les travaux pour à la fois s'assurer que tout le monde est aligné autour des objectifs et puis qu'on est capable de produire les rapports et l'information nécessaire. Et pour vous, Alain, dans l'instance des Oui. marchés?
au-delà des aspects réglementaires, pouvoir transmettre une vision de long terme sur les forces de son entreprise et sa capacité à profiter des évolutions à venir de son secteur a toujours été une étape clé de la réussite d'une introduction en bourse. Aujourd'hui, cette projection, elle se fait sur un spectre plus large de sujets et d'enjeux, dont les enjeux ESG, et donc la demande est fortement drivée aujourd'hui par les investisseurs. Lorsqu'elle présente ces informations aux investisseurs, les sociétés doivent vraiment bien comprendre quelles informations et données les investisseurs recherchent spécifiquement. Et dans une telle approche, les entreprises ils doivent s'appuyer autant que possible sur les normes et les cadres internationaux qui commencent donc à émerger. Ces cadres mondiaux constituent un outil essentiel pour permettre aux investisseurs, également aux sociétés, d'analyser et de comparer, comme Jérôme l'a dit, les risques ESG d'une entreprise à l'autre, mais aussi d'un secteur à l'autre. Et puis, je termine peut-être avec quelques bonnes pratiques qui ont été évoquées pendant ce webinaire. Donc, réaliser un diagnostic avant de mettre en œuvre un reporting ESG pour répondre ou anticiper les réglementations. Initier cette démarche le plus tôt possible. L'identification des sujets matériels permet à une entreprise de mieux gérer ses risques et mettre en place des objectifs ESG qui répondent justement aux attentes de leurs clients et leurs investisseurs. La mise en place d'une stratégie ESG, c'est un enjeu à long terme. Communiquer sur les engagements de transformation cohérents et mesurer la progression dans le temps est également essentiel. Et puis, je dirais également, faites-vous accompagner par de vrais experts. Merci. Donc, moi je retiens donc que l'introduction en bourse est généralement un moment stratégique pour une société. Donc, la préparer en amont est une étape capitale. Donc, le point aussi intéressant est de relever que l'évolution du cadre réglementaire extra-financier se révèle être une source d'opportunité pour l'ensemble des sociétés et pouvoir faire de la RSE vraiment un axe stratégique et faisant partie de l'ADN de la société, à l'instar de ce qui s'est fait pour Hoffmann Ciment. C'est un moyen aussi d'intégrer l'ensemble des parties prenantes et de favoriser l'alignement entre la vision stratégique et le modèle d'entreprise de la société. Donc vraiment, l'ESG doit être au cœur de la culture d'entreprise. En tout cas, un grand merci à chacun d'entre vous pour votre participation. Merci aux différents auditeurs et n'hésitez pas à répondre au sondage. Bonne journée.